sur L2A Concept. Aujourd'hui, nous recevons Virginie Terrier, qui est nutritionniste et qui est spécialisée en micronutrition, phytothérapie et biologie nutritionnelle. Je crois que j'ai rien oublié parce que la Non, liste est c'est quand tout même bon. importante. Bonjour et merci de m'accueillir. Merci à toi de nous accorder ce temps et de répondre à toutes nos questions parce que je sais que tu as un planning très, très chargé. Donc merci 1000 fois. Avec plaisir. Hem, Virginie, on a plusieurs questions suite au dernier sondage, qu'on a passé sur les réseaux sociaux et la première question qui t'est posée, c'est: «Qu'est-ce qu'une alimentation saine?» Alors, une alimentation saine, je dirais, moi, j'aime pas trop les généralités. En fait, je pense qu'une alimentation saine, c'est pas forcément la même chose pour tout le monde. Il y a vraiment des facteurs qui sont très, très individuels. Mais globalement, si on veut vraiment mettre des généralités, une alimentation saine, c'est plutôt une alimentation qui est peu transformée, qui est, si possible, avec des aliments aussi peu traités, parce qu'aujourd'hui, un des problèmes de l'alimentation, c'est le traitement des aliments, c'est les pesticides, les perturbateurs endocriniens. Donc finalement, c'est plutôt de s'orienter vers des produits qui ont des circuits courts, qui sont locaux, qui vont être peu traités, donc de trouver en fait autour de chez soi des sources de produits qui vont avoir une qualité importante en termes de traitement et de pureté en fait, les moins transformés possibles, donc de cuisiner le plus possible et d'essayer de rester sur des basiques en fait, plutôt d'acheter sa farine, d'acheter ses fruits, d'acheter de tout en fait, le plus basique possible, le moins transformé possible, et de cuisiner soi-même au maximum. Et puis surtout de faire attention aussi à l'apport en graisse. En fait, c'est une chose qu'on a beaucoup négligée pendant des années et des années, l'apport en graisse. Et aujourd'hui, on se retrouve souvent avec des personnes qui ont des statuts de carence très très importants au niveau des graisses, parce qu'on n'a plus l'habitude forcément d'ajouter des huiles dans ses salades ou même dans la cuisson, parce qu'on utilise par exemple des poêles anti-adhésives qui, entre guillemets, sont pas très bonnes pour la santé. Mais vu qu'on utilise ces poêles-là, on cuit sans huile. On fait des sauces salades qui sont assez faibles en calories, qui sont sans huile, et du coup, on se retrouve vraiment avec des statuts de carence importants, alors que notre cerveau, par exemple, c'est 90% de graisse. Donc, les huiles, c'est quand même assez important. Du coup, pour moi, une alimentation saine, c'est une alimentation qui a quand même un certain degré de pureté, qui a un bon équilibre aussi au niveau des apports entre les protéines, les glucides et les graisses, et qui a quand même un niveau de graisse suffisant et la moins transformée possible. Voilà, ça c'est un petit peu pour les généralités. Mais après, il y a des facteurs très individuels. Par exemple, si on a des risques cardiométaboliques, si on a tendance à avoir du cholestérol, du prédiabète ou dans la famille de l'obésité, bah là, il faudra orienter l'alimentation sur beaucoup d'antioxydants, sur beaucoup d'oméga 3. Si on a tendance à avoir une maladie auto-immune, par exemple, ben, il faudra plutôt adopter une alimentation de régulation immunitaire, anti-inflammatoire. Donc, il y a des réalités qui sont là pour tout le monde. Puis il y a beaucoup de choses qui sont très individuelles, en fait, hein, et qui doivent être comprises personne par personne. Et je remarque effectivement que, bon, pour avoir, fait appel à tes services, personnellement pour différents projets, tu m'as demandé en fait de faire une prise de sang et de t'apporter en fait, les résultats, notamment enfin quelque chose d'assez général. Tu le demandes pour toutes les personnes que tu rencontres, la première fois ou comment ça se passe? Alors, pas forcément. Je le demande automatiquement dans certains objectifs. Par exemple, une personne qui vient me voir avec une hypercholestérolémie et peut-être un risque cardiovasculaire. Moi, j'ai aussi besoin, avant d'intervenir, de pouvoir établir le niveau de risque et de chercher des marqueurs sanguins qui sont peut-être pas des choses courantes. Je vais peut-être pas me contenter juste du cholestérol. Je vais aller chercher plutôt des marqueurs de dépôt et de risque en fait. Et puis dans certaines situations, alors une des situations que je gère beaucoup, c'est aussi la préconception. Et en préconception, pour moi, l'objectif, c'est non seulement d'accélérer le temps de conception, mais aussi de faire en sorte qu'il y ait vraiment tout le package, vitamines, minéraux, tout ce qui est nécessaire en fait à la production d'ovocytes de qualité, à l'implantation d'un embryon et tout ça. Et du coup, je ne veux pas perdre de temps, donc souvent je vais faire des analyses pour vraiment évaluer un petit peu l'état. Mais la plupart du temps, je ne les fais pas dans une première consultation, ces analyses. Je vais souvent faire effectivement une anamnèse, discuter de l'état de santé de chaque personne. Et en fonction
des hypothèses que j'ai, parfois je vais vouloir aller les confirmer dans des analyses si je ne suis pas absolument sûre ou si je sens aussi parfois que le patient a besoin d'aller les confirmer. C'est beaucoup plus le cas d'ailleurs chez les hommes. Parce que, alors sans faire de ségrégation, attention, mais voilà, je trouve que les hommes ont un esprit beaucoup plus cartésien. Et chez une femme, je peux très bien émettre l'hypothèse de dire, écoutez, pour moi, par exemple, vous avez, je ne sais pas, une résistance à l'insuline et je pense qu'on doit agir comme ça dessus. Et je crois que la femme va le faire sans aucun problème. Pour l'homme, si je lui montre, si je lui montre sur un papier à la suite d'une prise de sang qu'il y a une résistance à l'insuline, ce sera un message beaucoup plus fort pour qu'il puisse ancrer les conseils, en fait. Donc, du coup, pour moi, la prise de sang, ça sert à plusieurs choses. Soit gagner du temps et avoir tout de suite une vision de ce qui se passe et de comment agir dessus, et de pouvoir vérifier ensuite si on a corrigé le problème. Soit effectivement de pouvoir engager un patient dans le changement ou une patiente dans le changement. Parce que parfois, ben, certains changements demandent beaucoup, beaucoup de restrictions et du coup, il faut pouvoir les justifier, en fait, hein. L'être humain. Et je vais te poser une autre question un peu étrange, qui étant donné que tu es, voilà, nutritionniste et avec toutes ces spécialisations, est-ce que tu es pour ou contre le jeûne? Parce qu'en ce moment, on entend parler beaucoup de, sincèrement, entre les jeûnes, randonnées, les jeûnes, méditation. Est-ce que c'est bien finalement de faire ces jeûnes, régulièrement? Quel est ton avis sur la question? Alors, mon avis sur la question, il est très mitigé en fonction justement de la configuration du patient. Et on va dire dans peut-être 80% des cas, je suis pour le jeûne. Dans le sens où aujourd'hui, les maladies qu'on rencontre le plus sont des maladies de surcharge. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de problème de dénutrition, entre guillemets, on a plutôt des problèmes de surcharge de toxines, de surcharge de graisses saturées, de surcharge de sucre. On est vraiment dans la surcharge et plutôt dans des profils d'intoxication que dans des profils de dénutrition. Par contre, on a des profils de malnutrition, c'est-à-dire qu'on est mal nourri en termes de vitamines, de minéraux, d'éléments de qualité, et on est surnourri en éléments de très pauvre qualité, en quelque sorte. Et donc, on a vraiment des phénomènes de surcharge. Et pour moi, dans les composantes, justement, auto-immunes, inflammatoires, cardiométaboliques, il y a très souvent de la surcharge. Et dans ce cadre-là, je suis très favorable aux jeunes, d'autant plus si on a une masse musculaire suffisante. Alors, comme tu le sais, en cabinet, moi, je fais ce qu'on appelle des impédance-métries, c'est-à-dire des analyses de la composition corporelle, ce qui me permet d'évaluer si la personne a une masse musculaire suffisante ou non. Je vais rarement établir un jeûne chez une personne qui a une masse musculaire diminuée, parce que sinon, on va perdre du muscle, hein, et ça ne va pas être bénéfique. Mais pour moi, le champ du jeûne, c'est vraiment quand on a des signes de surcharge et qu'on a une masse musculaire suffisante pour le faire. Par contre, il y a des situations dans lesquelles il ne faut pas jeûner, notamment les personnes qui sont dans des états de stress chronique, c'est-à-dire plutôt des burn-in, voire des burn-out. Là, on ne va pas établir de jeûne parce qu'on a déjà des organismes, on a déjà dans cette configuration un organisme qui est en souffrance et qui est en train de produire ou d'épuiser des hormones qui sont normalement des hormones attribuées au phénomène de survie. Et donc un corps qui se sent en survie et que vous privez de nourriture, ça aggrave en fait, hein, l'état de survie et ça déséquilibre davantage en fait le contexte hormonal. Donc dans un état d'épuisement lié au stress, en général, je ne dis pas que c'est 100%, mais en général, on ne va pas conseiller de jeûne. Sauf s'il y a effectivement des multipathologies autour qui nous incitent à le faire. Mais ça, c'est un contexte dans lequel on ne va pas conseiller de jeûne. Et puis, par exemple, la grossesse, c'est un contexte dans lequel on ne jeûne pas non plus. Parce que l'idée du jeûne, c'est vraiment de décharger les cellules de leurs toxines, c'est de stimuler les fonctions d'élimination. Et il y a des situations dans lesquelles on ne va pas stimuler d'élimination, parce que si on stimule de l'élimination quand on est enceinte, ben, tout simplement, tous les déchets vont dans le placenta et donc vers le bébé, et c'est assez dangereux, en fait. Donc, il faut vraiment adapter en fonction de la situation de la personne. Et je dirais vraiment, pour répondre objectivement à ta question, dans 80% des cas, je suis vraiment très favorable aux jeunes parce que il y a aussi beaucoup de recherches et d'établissements scientifiques, hein, maintenant sur le jeûne et sur les effets bénéfiques du jeûne, sur beaucoup de choses. Mais dans certains cas, je ne le suis pas, effectivement. Donc c'est vraiment là encore à adapter. Alors juste pour un tout petit peu approfondir, sur la question du jeûne, quand tu parles de jeûne pour que les gens comprennent,
On parle de jeûne intermittent, de jeûne de 3 jours, de jeûne d'une semaine, de jeûne de j'ai même vu, en faisant des recherches, des jeûnes de 2 semaines, des jeûnes secs, hein, des jeûnes, quand tu dis: «Je suis OK avec ça», c'est plutôt des jeûnes, de quel Alors, moi, je parlais plutôt là du jeûne intermittent. Donc moi, ce que je vais d'accord, conseiller, dans le cadre du cabinet, je vais pas inciter mes patients jamais, à faire un jeûne de 3 jours ou de 4 jours ou d'une semaine, tout simplement parce que moi, j'ai pas le contexte thérapeutique pour le faire et pour les accompagner. C'est pas moi qui vais les accompagner, mais il y a des centres qui font ça et qui le font très bien et je suis pas du tout contre l'idée à partir du moment où il y a un encadrement médical, thérapeutique et donc si un patient émet cette demande et que sa situation semble tout à fait OK pour jeûner plusieurs jours, effectivement, moi, je vais plutôt l'encourager à le faire, mais dans un encadrement très spécifique et très sérieux et très thérapeutique. Mais pour les jeunes que je vais conseiller, moi, en cabinet, il y a finalement deux types de jeunes que je vais conseiller. Les jeunes de type jeûne intermittent, qui parfois peuvent être raccourcis dans certaines situations par exemple, chez des personnes qui ont des risques de caillots au niveau de la vésicule biliaire, on va plutôt faire des jeûnes de 14 heures et pas de 16 heures. Donc, on ne sera pas sur un vrai jeûne intermittent parce qu'on ne va pas prendre de risques, mais on va quand même augmenter le temps de jeûne. Donc, travailler sur le temps de jeûne quotidien, ça, c'est ce que je fais le plus. Et parfois, je vais conseiller une journée de jeûne par semaine. Par exemple, chez des personnes qui n'arrivent pas forcément à avoir un temps de jeûne suffisant tous les jours, eh ben, on peut se dire une fois par semaine, on jeûne. Et moi, je vais toujours aller personnellement vers du jeûne hydraté. Aujourd'hui, on sait que le jeûne non hydraté est plus efficace en termes de diminution des toxines, mais il représente plus de risques aussi. Et c'est vrai que tant qu'on n'est pas à côté du patient pour évaluer le risque au moment où il le fait, moi, ce risque-là, je ne le prends pas, en tout cas. Voilà, donc c'est plutôt, pour répondre à ta question, du jeûne intermittent ou éventuellement un jour de jeûne par semaine et toujours sur du jeûne plutôt hydraté. et j'ai bien aimé aussi, ta remarque en fait sur, une personne qui est stressée, qui est justement en état de survie et qui devrait éviter ce jeûne parce que je pense qu'on on trouve aujourd'hui pas mal dans les médias et autres, dans les réseaux sociaux et un peu partout, vraiment tu vois, pour les gens stressés, pour les gens qui sont en burn-out, venez vous purifier et cetera et finalement, bah, c'est peut-être pas forcément l'idéal, on va dire, en tout cas selon ton avis. Alors, c'est pas l'idéal, ça peut aider dans certaines situations, mais c'est un risque et après c'est juste une histoire de prise de risque. C'est vrai que moi, je suis toujours d'accord de tenter beaucoup de choses chez mes patients, mais pas avec des risques. Par contre, ça, c'est je reste toujours quand même dans des zones de confort parce que, je crois qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et que c'est comme ça qu'on reste un bon professionnel aussi. Et donc, il y a des zones de risque que je ne vais jamais effectivement aller chercher. Et j'ai vu des patients qui ont pris cette décision d'aller faire un jeûne alors qu'ils étaient en état d'épuisement. Je l'ai vu dans plusieurs situations. C'était leur choix et dans certaines situations, ça a été bénéfique et dans d'autres situations, ça a été catastrophique. Et pour moi, juste le fait que ça a été, même sur 10 patients, que ça a été 2 ou 3 fois catastrophique, Ouais. je ne peux pas consciemment aller conseiller cette attitude parce que pour moi, il y a un risque, clairement. J'ai encore une autre question. Alors là, on passe du jeûne à un tout autre sujet, mais qui concerne plutôt les compléments, protéinés. Es-tu alors quand je dis compléments protéinés, pour être un peu plus clair, ça va être les shakes protéinés, on parle de whey, on parle de protéines en poudre. Est-ce que tu es pour ou contre? Moi, j'en prends, régulièrement étant sportive, pour être sûre d'avoir le bon apport, protéiné. Est-ce que tu es pour ou contre les shakes? Alors, je suis pas pour dans toutes les situations, puis je suis pas contre dans toutes les situations. En fait, je trouve tu vois? Moi, j'ai toujours des avis très mitigés parce qu'en réalité, c'est toujours de l'individuel. Je suis absolument pas contre. Il y a des produits de grande qualité qui existent et ça m'arrive très souvent d'en conseiller et d'ailleurs, je pense que quand on fait du sport, dans notre alimentation actuelle, on a quand même souvent des difficultés à avoir des apports en protéines suffisants et les problématiques de déficit en protéines, c'est une problématique qui est assez importante chez la plupart des personnes et davantage chez les sportifs. Donc évidemment, il faut souvent aller complémenter. Maintenant, il faut faire attention à la qualité des produits.
Le problème de ces produits-là, c'est la qualité, parce que tu parlais de la whey, par exemple. La whey, c'est une protéine sur le plan nutritionnel qui est vraiment très bonne, qui a beaucoup de fonctions d'ailleurs, qui répare l'intestin, qui stimule la production des hormones de gestion du stress. Elle a vraiment un champ d'action qui est super intéressant, mais elle reste une protéine laitière. Et du coup, sa qualité dépend de comment a été élevée la vache. Donc Bien sûr. aujourd'hui, on va trouver beaucoup de produits de qualité très très différentes, parce que les élevages animaux sont très très différents, et je crois que aussi en tant que consommateur, c'est notre rôle d'aller chercher les bons produits et d'essayer, par exemple, sur une whey, d'aller chercher une whey soit qui serait plutôt biologique, soit qui serait plutôt issue de vaches nourries d'herbe, en fait, ce qu'on appelle les grass-feed, les vaches enfin, nourries à l'herbe. Et du coup, ça garantit la meilleure qualité du produit, d'une part. Et puis, ça garantit aussi qu'on oriente un peu plus en tant que consommateur l'élevage vers des élevages plus raisonnés, plus logiques, plus respectueux. Donc, ces produits-là, ils sont très intéressants, et beaucoup de protéines, d'ajouts en fait de protéines shake, comme par exemple la protéine de chanvre. Aujourd'hui, c'est une protéine qu'on met vraiment tout en haut des indices nutritionnels, qui est de super bonne qualité. La whey, comme je le disais, a beaucoup d'effets bénéfiques sur la santé. Les protéines de riz sont des protéines à fort potentiel de réparation de l'intestin aussi. Donc, tous ces produits-là ont un intérêt qui est majeur, pour le peu qu'on sache comment les utiliser, qu'on choisisse la bonne protéine au bon moment, parce que par exemple, il y a des protéines aussi qui sont rapides en assimilation, puis d'autres qui sont lentes. Pour la whey, c'est une protéine à assimilation rapide qu'on met près de l'effort. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de la mettre à un autre moment. Et par exemple, les protéines végétales, comme les protéines de chanvre, les protéines de riz, les protéines de pois, sont des protéines de très très haute qualité nutritionnelle, mais qu'on ne va pas mettre près d'un effort parce qu'elles sont lentes en assimilation. Ça n'aurait aucun sens de les mettre là. On les mettrait plutôt sur un petit déjeuner, sur un repas du soir, pour juste augmenter l'apport en protéines chez une personne qui a une alimentation insuffisante en protéines ou végétales. Et donc, ces produits-là, moi, je les trouve très intéressants. Par contre, il faut les mettre au bon endroit, dans les bonnes indications, chez les bonnes personnes. C'est un peu ça. Ouais, ça c'est clair, mais tu sais, j'en remarque, quelque chose, alors, c'est vrai que tous les vendredis et les week-ends, je propose des recettes de cuisine, justement pour, cuisiner un peu plus sainement et Ouais. faire découvrir des maraîchers, faire découvrir des gens qui travaillent justement avec des produits locaux et cetera et cetera, et j'ai souvent, les mêmes questions qui réapparaissent. C'est vrai, c'est: «Oui, mais je mange, 2 œufs par jour, au niveau, protéiné, ça suffit», et moi, souvent, je suis un peu stressée parce que je me dis: «Mais en fait, je me rends compte que les gens ont une vision des protéines qui est vraiment erronée, Mmh. exactement comme le gras». L'autre jour, Mmh. j'ai posté une recette, alors une aubergine, à la parmigiana, mais qui était pas frite et cetera, hein, qui était quand même un peu plus douce, mais voilà, Ouais. voilà, tout de suite, la première réaction, c'était: «Ah mais oui, mais tu as mis de l'huile d'olive». Bah oui, j'ai mis de l'huile d'olive parce que c'est voilà, évidemment que l'aubergine à parmigiana, je vais mettre de l'huile d'olive. Mais souvent les gens: «Ah, c'est trop gras. Ah, c'est trop, il y a trop de protéines», et je sais pas, c'est un phénomène qui est assez, important, je trouve, hein. Alors, il y a effectivement des connaissances qui sont, qui ont la peau un peu dure, quoi, et puis qui sont complètement, effectivement, erronées au niveau des graisses. Aujourd'hui, on constate plutôt dans la population que l'apport en graisses de qualité, en tout cas, il est insuffisant. Et on constate plutôt que l'apport en protéines est insuffisant. Mais l'apport en protéines qui est insuffisant, c'est pas forcément l'apport en protéines animales, c'est aussi l'apport en protéines végétales, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus vraiment se nourrir de protéines végétales. On les utilise trop peu, les lentilles, les pois chiches, le chanvre, l'amarante, c'est des aliments qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser dans notre quotidien. Pourtant, ils sont bons, pourtant, ils sont pas chers, ils sont facilement accessibles. Et en fait, c'est tout un modèle qu'il faut changer, parce que augmenter l'apport en protéines en augmentant les protéines animales, écologiquement, c'est pas soutenable. Ça l'est pas, c'est une évidence. Donc, Super, de toute ouais, façon, on sait qu'on est en souffrance de manque de protéines, qu'on doit résoudre cette problématique, mais on doit la résoudre de façon aussi écologique. Et le challenge, il est là. C'est vraiment de trouver pour chacun un petit peu le modèle alimentaire qui permet d'amener des bonnes graisses et qui permet d'amener des protéines en suffisance sans griller toutes nos ressources, en fait. Et ça,
pour moi, c'est un enjeu qui est complètement faisable parce que euh, parfois, moi, je mets vraiment mes patients devant des faits et des évidences, mais qui pour eux ne le sont pas. C'est que par exemple, si on consomme 2 cuillères à soupe de graines de chanvre en quantité d'apport en protéines, on a l'équivalent à peu près de 50 grammes de steak de bœuf. Mmh. Et la graine de chanvre, ça coûte rien à produire, c'est local, ça se conserve, c'est bourré d'oméga 3, c'est des graisses de super bonne qualité, c'est plein de fibres et ça coûte beaucoup moins cher à acheter quand C'est même bon et puis que de la c'est viande. bon. Et en plus, Ouais, c'est bon. ouais. Et donc, du coup, je crois vraiment, et je suis et je sais en fait qu'il y a des moyens de modifier notre alimentation pour avoir des apports en protéines vraiment suffisants et répondre à tout ça sans être non plus dans de la malbouffe et dans de la surconsommation de produits, de produits animaux. Mais tu as tout à fait raison, aujourd'hui il y a un espèce d'amalgame parce qu'on dit aux gens, vous consommez trop de viande, vous consommez trop de poissons, vous êtes en train d'épuiser des ressources planétaires, et les gens entendent, vous consommez trop de protéines. C'est pas qu'ils consomment trop de protéines. Exactement. Ah ouais, c'est ça, exactement, C'est ça c'est le problème. exactement ça. Et en fait, c'est pas qu'ils consomment trop de protéines. On est quasiment tous en insuffisance de protéines. Moi, quand je calcule la quantité d'apport en protéines chez chacun de mes patients, honnêtement, ça arrive peut-être une fois sur 20 que j'ai un patient qui a un apport suffisant. Une fois sur 20. La plupart ont une insuffisance d'apport en protéines. Et donc, du coup, le problème, il est là, c'est qu'il y a vraiment une incohérence de discours et une incompréhension. Il y a une problématique planétaire, et ça, on ne peut pas la nier et on doit la considérer. Et l'apport en protéines individuelles, il doit être quand même soutenu, mais il doit être soutenu par des protéines qui sont, qui n'épuisent pas nos ressources, en fait. C'est ça le deal, en fait, à trouver. Et c'est pour ça que je trouve très bien que tu proposes des recettes, parce que j'imagine que dans tes recettes, tu vas aussi aller beaucoup plus vers des produits végétaux, vers des produits qui contiennent des protéines végétales. Il y a vraiment des moyens de s'alimenter correctement. Et c'est une question d'habitude et c'est une question d'envie de changer aussi, d'envie de faire différemment, C'est ça. de donner des habitudes aussi aux enfants différentes, parce que ça commence là. Si un enfant de 2 ans, on ne l'habitue pas à manger des lentilles, il y a relativement peu de chances qu'il mange des lentilles dans sa vie, en fait. Donc, tu vois, il y a aussi des problématiques qui sont là des tout petits, parce que parfois on choisit la facilité, et puis on se dit, bon, ben, mon enfant, il aime les pâtes, et puis moi, j'ai pas trop le temps, je vais plutôt lui faire des pâtes. Et en réalité, on crée des générations qui ont peu de diversité alimentaire et peu de développement du goût. Et on ne va pas réussir à leur faire manger des graines de chanvre, des lentilles et du pois chiche tous les jours, ça c'est sûr. Donc, Justement et puisque tu parles d'enfants, hem, ben, ma grande question alors c'est vrai qu'en Suisse, on a pour certaines choses, on prend un petit peu plus de temps. Moi qui ai beaucoup de contacts avec les pays du Nord, notamment la Suède, ça fait très longtemps en fait que la Suède, travaille avec les enfants, hyperactifs et qui sont, qui ont des problèmes d'hyperactivité, de troubles de l'attention et cetera et qui se résout par un changement, nutritionnel et voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Parce qu'effectivement, alors je suis absolument pas contre, la médecine évidemment, voilà, mais c'est vrai qu'entre la Ritalin et puis effectivement peut-être en parallèle une meilleure nutrition, peut-être ça pourrait aider par exemple, non? mais bien sûr, alors en fait, on en revient aussi à ces histoires d'apport en protéines, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'hyperactivité ou les troubles déficitaires de l'attention et de l'hyperactivité, on les range dans la même catégorie. Le fondement de ces troubles-là, c'est un déficit un genre d'hormone du cerveau qu'on appelle un neurotransmetteur. Ce neurotransmetteur, c'est la dopamine. Et donc, quand on donne de la ritaline, en fait, on pousse le circuit dopaminergique à fonctionner mieux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui dépend de l'apport en protéines. Et qu'aujourd'hui, alors, on a tendance à croire d'ailleurs et d'ailleurs les pédiatres avertissent beaucoup là-dessus, les enfants en bas âge, on ne doit pas les surprotéiner. Ça, c'est une certitude. Mais un enfant qui est en apprentissage doit avoir des apports en protéines suffisants. Et si l'enfant, le matin, mange des céréales avec du lait, le midi mange des pâtes, au goûter, mange une barre chocolatée, et le soir, remange des pâtes ou du riz, on n'a pas d'apport en protéines. Ah, c'est Et ça, c'est hautement quand même problématique. Et alors, je ne parle pas encore une fois que d'amener des protéines animales, mais d'amener en fait de la variété, de la qualité alimentaire. Et surtout, la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est produit le matin.
grâce aux protéines le matin. Donc, quand on a des problématiques d'hyperactivité chez les enfants, déjà la première chose, c'est de changer le petit déjeuner et d'enlever tous les petits déjeuners qui vont être hyper sucrés, hyper glucidiques, hyper insulinémiants en fait, hein, qui vont avoir des index glycémiques très très hauts. Ça, on ne doit plus les voir chez les enfants hyperactifs. Et on doit avoir, dans le matin, on doit avoir des œufs, on doit avoir des graines, on doit avoir des porridge, on doit avoir des oléagineux, on doit avoir des aliments qui soient des aliments protéiques en fait. Et d'ailleurs, si on regarde bien, finalement dans le monde entier, ici on est un peu les seuls hein, qui continuons à manger du sucre le matin. C'est absolument anarchique de manger du sucre le matin sur le plan physiologique. C'est pas du tout ce dont on a besoin, du tout, du tout, du tout. Et c'est pour ça que effectivement, alors les pays nordiques, ils ont de l'avance sur les enfants, l'alimentation. C'est juste incroyable. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qui est mis en place dans ces pays et j'aimerais très clairement qu'en Suisse, il y ait des évolutions de ce type qui sont en cours d'ailleurs, hein, qui sont vraiment en cours. Et en fait, effectivement, la révolution alimentaire, c'est qu'ils ont déjà amené de la qualité dans l'alimentation. Parce que si on reprend le processus de la dopamine, elle est aussi dépendante du fer, elle est dépendante du magnésium, elle est dépendante de la vitamine B6, elle est dépendante de la vitamine B12, de la B9. Et toutes ces choses-là, on les a dans une alimentation équilibrée. Si on mange que des céréales raffinées, on n'a pas ça. Si on mange pas, et puis des oméga 3 aussi, si on mange pas des huiles de qualité, on n'a pas ça. Donc en fait, évidemment, en améliorant le contexte alimentaire, on améliore le contexte d'équilibre des neurotransmetteurs, de fonctionnement du cerveau. Et d'ailleurs, on arrive à résoudre aujourd'hui les hyperactivités juste en changeant complètement le périmètre micronutritionnel. Ce n'est pas toujours le cas, mais on y arrive. Et encore une fois, moi je suis comme toi, j'écarte pas du tout les traitements médicamenteux parce que si un traitement est établi, vraiment la plupart des cas, c'est qu'il est nécessaire et qu'on ne va pas vouloir l'enlever, en tout cas pas tout de suite. Un traitement, on l'enlève quand il n'a plus d'intérêt, c'est-à-dire quand la personne est guérie en réalité. Mais ça n'empêche pas de mettre en place, à côté, de meilleures attitudes nutritionnelles et puis peut-être d'avoir un enfant qui va mieux, qui se stabilise, puis qui commence à oublier son traitement, puis qui au final le prend plus, puis qui un jour va voir son médecin, puis lui dit écoutez, ça fait 2 mois que j'oublie mon traitement, puis je vais bien en fait. Et là, on arrête le traitement, puis c'est terminé. Donc, honnêtement, je crois qu'il y a beaucoup de maladies, beaucoup de pathologies, beaucoup de dysfonctions qui peuvent se régler dans l'assiette parce qu'aujourd'hui, nos assiettes, elles sont tellement glissantes et puis anarchiques par rapport à ce qu'on devrait faire. Et souvent, personne n'a l'objectif de mal se nourrir. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que tout le monde veut bien faire. Moi, je vois toute la journée des patients qui veulent bien faire, mais qui font pas bien parce qu'ils savent pas. En fait, hein. Il y a beaucoup d'informations aussi au niveau de l'alimentation, beaucoup de désinformation et beaucoup de cas individuels. Puis si vous passez votre temps à regarder la télé, bah, au final, et que vous suivez ce qu'on vous dit dans les pubs, vous mangez du sucre toute la journée. Donc, C'est clair, oui, oui, bien une sûr. grosse problématique d'information, de désinformation, ouais, c'est très compliqué. Mais donc, voilà, pour finir sur l'hyperactivité, tu as raison, il y a des pays qui ont mis en place des choses efficaces qui fonctionnent et je pense qu'on doit en faire des modèles et promouvoir aussi ces modèles peut-être à plus grande échelle. Et il y a des choses, encore une fois, qui se mettent en place en Suisse, mais tu as raison, souvent c'est long. C'est long, mais ça va venir. Et après, à chacun aussi de mettre en place peut-être des choses de façon individuelle. Ça, on y arrive très bien. Alors et encore une chose, c'est qu'on dit que la nutrition commence, par l'éducation. Donc plus on apprend petit, plus on fait goûter différentes choses, plus on explique, je pense aussi la loi du juste milieu, j'imagine, hein. On ne veut pas non plus être trop dans l'extrême. De temps en temps, il faut quand même que voilà, je pense pas que ce soit dramatique de manger une fois une pizza, voilà. Non, pas du tout. Tant que c'est un équilibre, j'imagine, et pas manger que des pizzas évidemment, et cetera. Oui. Mais ma question c'est alors j'espère qu'elle va être claire ma question parce que c'est pas évident de l'expliquer. Est-ce que, heu, est-ce qu'au niveau santé, au niveau alimentaire, au niveau nutrition, le plus tôt, c'est le mieux? Donc ça veut dire, est-ce que pendant la préconception, on prépare déjà en fait l'enfant à une bonne alimentation et à une santé, voilà, à une meilleure santé? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, c'est prouvé et c'est d'ailleurs la zone clé de prévention santé. Alors,
Je pense que tu le sais, Audrey, on en a déjà parlé. Moi, j'ai fait mon gros combat nutritionnel, c'est la préconception, la conception, la grossesse et la petite enfance. Et ces zones-là, à la base, on les surnomme périodes sensibles. Alors, moi, j'aime pas trop ce terme parce que période sensible, ça veut dire qu'en gros, si tu fais des bêtises, ça va se répercuter. Moi, Ouais, je ils préfère peuvent. utiliser. Voilà, nous, on a utilisé, dans le cadre donc, de Fertiline, qui est un projet que j'ai créé, on a utilisé le terme de période d'opportunité. Parce que la réalité, c'est qu'effectivement, si tu fais des bêtises pendant cette période, ça se répercute sur la santé de ton enfant à vie. Mais si tu fais des bonnes choses, ça se répercute aussi sur la santé de ton enfant à vie. La réalité, c'est que si tu veux, l'enfant à la naissance, il a une courbe qui est censée être comme ça. Et puis, si tu fais des super bonnes choses, sa courbe, elle va être comme ça. Et si tu fais pas ce qu'il faut, sa courbe, elle va être comme ça. Et ça va moduler son état de santé sur sa vie entière. Et donc, cette période, c'est effectivement la période dont tu parles, qui est la préconception, c'est-à-dire 6 mois avant la conception d'un enfant, 6 mois avant le début d'une grossesse, parce que tu produis tes ovocytes et les spermatozoïdes à ce moment-là, et c'est eux qui portent le matériel de santé, en quelque sorte. C'est eux qui portent le matériel non seulement génétique, mais aussi épigénétique. L'épigénétique, aujourd'hui, on pense que ça conditionne 90 à 95% de la santé d'un individu. Et donc, ce matériel épigénétique, spermatozoïdes, ovocytes, vont faire un embryon. Cet embryon va s'implanter, va se développer, on va avoir une grossesse, et jusqu'aux 2 ans de l'enfant, on va avoir la période la plus importante en termes de modulation épigénétique. C'est-à-dire que le génome va s'exprimer un peu plus, un peu moins, et ça va prédisposer l'enfant pour sa vie entière à des problématiques d'hypertension artérielle, d'obésité, de diabète, de cancérisation, de fertilité, d'infertilité. Et en fait, on sait qu'on conditionne le gros push de l'état de santé en fait, d'un individu, on le conditionne de 6 mois avant la conception jusqu'à ses 2 ans. Et après, on peut encore moduler, mais on ne modulera jamais autant que si on l'a fait pendant cette première période. D'ailleurs, il y a des économistes qui ont même montré euh, que quand on intervient de façon très très précoce dans la santé, c'est-à-dire quand on intervient en tout début de vie, on ne gagne jamais autant d'argent sur la santé que si on intervient plus tard. Parce qu'en fait, c'est là qu'on amène les meilleurs facteurs de prévention et qu'on amène les facteurs de prévention sur les maladies qui tuent le plus. Les maladies qui tuent le plus aujourd'hui, c'est les maladies cardiovasculaires. En fait, il ne faut pas Ouais. l'oublier. On est en pleine période Covid, mais ça tue peu par rapport aux maladies cardiovasculaires, par rapport au diabète, par rapport au cholestérol, par rapport aux arrêts cardiaques, par rapport à l'obésité. Et en fait, ces maladies-là sont les plus conditionnées justement dans les phases de préconception, de périconception et de petite enfance. Donc, moi, j'en ai vraiment fait un combat de ces phases de préconception, de périconception. C'est mon quotidien, pas dans la consultation, parce que dans la consultation, je gère plein de choses différentes. Mais dans le cadre d'autres projets comme Fertiline, c'est un combat quotidien et j'espère vraiment que, je ne sais pas, peut-être que d'ici 10 ans, toutes les femmes avant une grossesse préparant, enfin toutes les femmes, tous les couples, pardon, parce qu'en fait, c'est pas que les femmes, bien sûr, Ah oui, oui. voilà. Tous les couples, forte nuance quand même, tous les couples avant une grossesse prépareront une conception et mettront en place tous les facteurs de santé jusqu'aux 2 ans de leur enfant pour créer une espèce de petite pépite comme ça qui va faire un état de santé incroyable pour toute la vie entière. Voilà, donc c'est un peu le combat. Ah, je trouve intéressant parce que finalement, quand un couple souhaite, hem, vraiment aller enfin, dans un projet, dans l'envie d'avoir un enfant, je pense que d'abord c'est un travail d'équipe quoi qu'il arrive et puis, aussi, je pense que je vois il y a des exercices de méditation, on travaille le souffle, on travaille plein de choses différentes, mais finalement, une des choses les plus importantes, c'est la nutrition, au niveau préparation, c'est comme une préparation physique, quoi. C'est bien s'alimenter, bien équilibrer et cetera et cetera. Et c'est ça. Et en fait, là, on parlait de l'enfant, mais ne serait-ce que pour la maman, il ne faut pas oublier que la grossesse est une situation de santé extra-physiologique. C'est comme si tu allais faire un ultra-trail ou un marathon, mais qui dure assez longtemps quand même, mine de rien. Donc, c'est pas une situation vraiment physiologique, c'est plutôt extra-physiologique. Les besoins en vitamines, en minéraux sont très, très augmentés. Il y a toute une adaptation immunitaire qui se met en place. Et il y a des risques de dénutrition accrue pour la maman parce qu'en fait,
Si on prend ne serait-ce que l'exemple des oméga 3 pendant la grossesse, aujourd'hui, on ne complémente pas encore toutes les femmes en oméga 3 pendant la grossesse. Alors moi, ça me rend dingue, vraiment. Mais j'aimerais, on essaie d'informer de façon massive là-dessus, mais la plupart des femmes ne sont pas complémentées. Et pourtant, il y a tellement d'études qui ont été faites sur l'augmentation des risques de dépression postpartum chez les femmes qui ne sont pas complémentées en oméga 3 pendant la grossesse. Donc, il n'y a pas que des risques pour le bébé, en fait. Il y a des risques pour la maman. Et donc, un manque d'oméga 3, ben voilà, il y a plus de risques de dépression postpartum. Les dépressions postpartum, c'est extrêmement grave. On ne parle pas du baby blues. On parle d'une dépression très, très grave. Et il y a des risques aussi de ne pas reperdre correctement le poids après la grossesse. Donc, en fait, on doit vraiment, je trouve, pour une grossesse, établir un plan, établir un espèce de plan d'action pour faire en sorte d'impulser déjà la santé du bébé et d'avoir une maman qui sort de cette grossesse, qui sort de cet allaitement avec un état de santé optimal et un état aussi de santé mentale optimale. Parce que, on le sait, les zones post-conceptionnelles, vraiment le postpartum, c'est une zone qui est extrêmement difficile. Je pense que tu le vois aussi dans ta pratique, Audrey. Et donc, du coup, il faut prévenir. Là, encore une fois, la prévention, pour moi, c'est la clé. C'est presque un peu tard quand on intervient avec la... Et encore plus ces dernières années, je trouve. Mm. Je trouve qu'il y a une augmentation très, très importante, en fait, des dépressions postpartum. Vraiment, c'est très, très important. Alors, moi, je trouve aussi, et je ne sais pas si c'est une augmentation ou une révélation, entre guillemets. Je ne sais pas à quel point les femmes en parlaient autant avant. Peut-être qu'aujourd'hui, on en parle plus parce qu'on est plus au clair sur le fait que ça existe. Mais quand même, les statistiques, on est plutôt à 20-30% de dépression postpartum aujourd'hui chez les femmes. Et je ne comprends pas qu'on ait ces chiffres-là. Je ne comprends pas. C'est une période qui est trop importante pour la maman, qui est trop importante pour l'enfant, parce qu'une dépression postpartum, ça veut dire aussi une connexion avec l'enfant qui va être affaiblie, qui va être légèrement détériorée, et on sait à quel point c'est grave pour un enfant de ne pas développer un attachement suffisant, de ne pas avoir une réponse adéquate aux sollicitations. Et une maman qui est en dépression postpartum, c'est pas de sa faute si elle n'arrive pas à répondre complètement aux besoins de son enfant, mais malgré tout, il y a un défaut de réponse et ça a des répercussions et sur la maman et sur l'enfant et sur le lien entre les deux et sur le couple en fait, hein. Donc moi je trouve que cette situation est tellement grave et tellement fréquente en fait, hein, que je ne comprends pas qu'on n'agisse pas davantage là-dessus. Mais voilà, je trouve très intéressant en tout cas de communiquer dessus et j'espère qu'on va en communiquer à de plus en plus large échelle en fait sur le sujet. Ce sera, d'ailleurs un des prochains sujets aussi en automne, justement, on va parler pas mal de la dépression postpartum, donc je pense qu'on fera sûrement appel à toi pour différentes questions Avec au niveau plaisir. au Avec niveau plaisir. C'est un nutrition. sujet que j'aime beaucoup. Je pense que protéger les mamans, l'enfance, la petite enfance, on peut rien faire de mieux en termes de santé, honnêtement. Oui, puis d'autant plus, voilà, alors on parle effectivement de la conception. Après, il y a différentes, voilà, il y a aussi la FIV, dont on fait appel beaucoup plus maintenant. Et ce que je remarque quand même, parce que la FIV, c'est quand même, quelque chose qui, pour le corps, est un tremblement de terre. Moi, je le vois comme ça, parce qu'il y a pas toujours le bon soutien, donc il y a l'espace émotionnel qui est un peu fatigué déjà à ce moment-là. Ensuite, Mmh. après, il y a vraiment l'aspect physique, parce que c'est éprouvant physiquement. Et je pense qu'une bonne nutrition, une bonne complémentation permettrait peut-être déjà de le vivre mieux. Parce qu'il y en a de plus en plus, hein. Bien sûr. Voilà. Alors, le problème, en fait, bon, déjà, la médecine de la reproduction, dans un sens, heureusement que ça existe parce qu'aujourd'hui, ça permet quand même à des couples qui n'ont pas d'autre option de pouvoir devenir parents. Et moi, j'estime que le droit d'avoir un enfant, c'est un droit, en fait. Donc, je trouve ça très injuste quand des couples n'y parviennent pas. Et donc, voilà, dans un sens, quand même, merci la médecine de la reproduction parce que ça permet tout ça. Et effectivement, comme tu le dis, euh, c'est quand même aussi supraphysiologique parce que quand on fait une FIV, ben finalement, on va demander à un organisme de produire d'un coup peut-être 20-30 follicules alors qu'habituellement, il en produit un ou deux. Donc, clairement, il y a de fortes stimulations sur le plan hormonal. Ça peut générer aussi un peu un encrassement de système, ça peut générer de la fatigue, ça génère beaucoup, beaucoup de symptômes. Et en fait, d'aller faire une FIV, pour moi, c'est pas là le problème, mais d'aller faire une FIV sans être préparé,
à faire une bonne FIV, ça c'est un problème. Parce qu'une FIV, c'est quand même, comme tu dis, un tremblement de terre. Et si tu veux aller faire un tremblement de terre, et ben finalement, il faut quand même que tu aies toutes les vitamines à disposition, tous les minéraux à disposition, et que tu aies tout ce qu'il faut pour produire 20 à 30 ovocytes. Parce que si tu n'as pas tout ce qu'il faut, ok, tu vas en produire 20 à 30, mais ils vont pas être de super qualité quand même. Parce que finalement, c'est comme la différence entre rouler dans une voiture à 10 km/h et rouler dans la même voiture à 300 km/h. Tu vas pas consommer la même quantité d'essence, ça te paraît évident. Eh ben, c'est la même chose. Si tu produis 2 follicules ou si tu en produis 20 ou 30, tu vas pas consommer la même quantité de vitamines, de minéraux, d'acides gras. Et donc, tout ce matériel de production et de qualité ovocytaire, il faut l'amener de façon massive quand on prépare une fécondation in vitro. Donc, c'est vrai que moi, je n'ai pas du tout un discours anti-médecine de la reproduction. Je trouve que justement, ça donne l'opportunité de devenir parent et tout ce qui donne l'opportunité de devenir parent, j'y suis extrêmement favorable parce que je pense que c'est la meilleure expérience qu'on puisse vivre dans une vie. Mais il faut l'accompagner. Et l'idée, c'est de ne pas se retrouver à faire 3, 4, 5 FIV sans avoir de résultats et à la cinquième FIV se dire tiens, je vais peut-être essayer de faire quelque chose de différent parce que au bout de 5 FIV, on a quand même déjà beaucoup épuisé le système. Et donc, pour moi, l'idée, c'est de se dire si des personnes écoutent cette interview et puis projettent une FIV, n'attendez pas d'avoir de mauvais résultats avant de faire quelque chose. Je pense qu'à la première FIV, on doit commencer à préparer le terrain et il faut le faire le plus vite possible. Et même avant la FIV, en fait, à partir du moment où on voit que la conception tarde, on doit commencer à travailler sur tout le terrain nutritionnel, micronutritionnel, à regarder ce qui se passe au niveau biologique. Et c'est comme ça qu'on arrive à impulser quelque chose de mieux, en fait. Ah, c'est super intéressant parce que je pense que moi, j'ai beaucoup de personnes autour de moi et aussi au travers du blog, en fait, qui justement sont en train de passer par là et je pense Ok. sont intéressés de t'écouter parce qu'en fait, on se rend pas compte, en fait, je pense pas que c'est une question c'est une question de méconnaissance. C'est Oui, une bien question de sûr. méconnaissance. On n'en Oui, parle bien pas sûr. assez. Franchement, on n'en parle pas assez, hein. Alors, il y a deux choses. Il y a la méconnaissance et puis je pense que aussi, il y a le fait que les professionnels de la FIV aussi sont d'excellents techniciens. Les gynécologues qui font de la procréation médicalement assistée sont d'excellents techniciens, vraiment. Ça, je crois qu'on peut le dire parce que c'est des traitements qui sont millimétrés. Le développement embryonnaire, c'est très complexe, tout ça, donc c'est très technique. Mais par contre, il y a quand même cette base physiologique de justement de quoi a besoin un ovocyte pour se développer, quels sont les besoins d'un spermatozoïde pour être de bonne qualité. Toutes ces données-là, c'est juste pas leur domaine en fait, c'est pas leur champ d'action. Et parfois, on a vraiment cette tendance dans beaucoup de maladies à se dire ah ben ça y est, le médecin a pris en charge la situation, donc c'est bon, relax. Mais c'est pas comme ça que ça se passe malheureusement, parce que le médecin a pris en charge la situation sur le plan technique, c'est-à-dire qu'il va assurer toute la technique de reproduction, mais il ne va pas assurer la qualité de l'ovocyte, il ne va pas assurer la qualité du spermatozoïde. Ça, c'est ce qu'on met dans l'assiette tous les jours, en fait, qui va l'assurer. C'est ce qu'on met dans sa bouche tous les jours. Et ça peut paraître évident ou pas, mais c'est vraiment le cas. Et c'est pour ça que c'est pas parce qu'on passe par la médecine de la reproduction qu'on doit se dire maintenant c'est bon, c'est les médecins qui gèrent et puis moi je fais plus rien. Il y a vraiment tout un contexte à préparer en fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire une seule FIV et une réussite et une grossesse bien établie. Et puis après, nous, on adore suivre les personnes, les femmes pendant la grossesse, parce qu'on sait aussi, ben, comme je disais, que ces périodes-là, c'est des périodes où on impulse la santé de l'enfant et c'est juste trop bien parce que ça se répercute aussi sur 2 générations. Donc, il faut bien penser à ça quand on pense préconception, grossesse. En fait, on n'est pas du tout dans de la pensée court terme. Je parlais tout à l'heure de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est une chose qui se répercute sur 2 voire 3 générations. Donc, on crée un peu le monde de demain en travaillant sur tous ces éléments-là. Eh beh, tu vois, plus je t'entends, plus je t'écoute, nous donner toutes ces explications et en fait, tu rejoins un petit peu ce que je dis depuis des années, c'est que, hem, toutes les médecines et toutes les méthodes, on va dire, sont complémentaires. C'est-à-dire que je pense que, voilà, bien manger, bien dormir, avoir un mental, hem, apaisé, on va dire. On va pas être toujours, apaisé, mais en tout cas, avec peut-être des méthodes de relaxation ou avec une psychothérapie, pourquoi pas, je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça. Travailler aussi de manière plus subtile sur les corps énergétiques,
Faire appel à la médecine traditionnelle, donc en sachant justement où sont ses marqueurs et cetera, où on en est au niveau médical. Faire du sport, mais en fait, finalement, on se rend compte qu'on devrait plutôt être ouvert et avoir un budget finalement à l'année beaucoup plus important pour établir un équilibre entre tout ça, plutôt que de faire que de la nutrition, que du sport, que du truc, tu vois? Et finalement d'avoir cet équilibre-là de toutes ces méthodes, ça permettrait d'avoir une bonne santé finalement. Mais c'est ça. Et en fait, tu vois, souvent, moi, alors peut-être que parfois, mes patients trouvent mon discours anarchique, je ne sais pas. Mais moi, je leur dis, voilà, par exemple, moi, le budget, enfin, l'élément auquel j'attribue le plus de budget dans ma vie, c'est la santé. C'est l'alimentation, c'est le sport, c'est la réduction des perturbateurs endocriniens, les activités des enfants, les choses comme ça. Parce que je trouve qu'en fait, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire dans une vie. Ça paraît peut-être débile, mais tu sais, honnêtement, je crois qu'il vaut mieux investir dans sa santé tous les jours que dans une semaine de vacances à je ne sais pas combien de milliers de francs. Tu vois, je crois qu'il y a parfois, on n'a pas les bons combats, en fait. Et c'est vrai que parfois, des personnes vont dire, ben, moi, je ne vais pas aller voir une nutritionniste ou je ne vais pas faire un programme de préconception parce que ça coûte ça ou ça coûte ça ou ça coûte ça. Mais en fait, ça rapporte quoi, in fine? Parce que un enfant qui développe, par exemple, une obésité à l'adolescence, c'est pas rare aujourd'hui. Et ça coûte très cher. Et ça coûte très cher. Ça coûte très cher sur le plan financier, mais pas que sur le plan financier. Ça coûte très cher sur le plan moral, ça coûte très cher sur le plan familial, ça coûte très cher sur la confiance que l'enfant va avoir en lui. En fait, ça n'a pas de prix. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas faire de meilleur investissement, honnêtement, que sa santé. Et je crois que tu as raison, on devrait se dire, bah, moi, mon budget global santé, c'est ça à l'année et c'est un budget prioritaire. Et peut-être je vais une fois en moins au restaurant, mais par contre, je mets un focus sur ce plan de la santé. Parce que finalement, on n'aura jamais de regret d'avoir fait ça. Quand tu vas bien à 70 ans ou à 80 ans, moi j'ai certains patients, ils ont 80, 90 ans, tu leur en donnes 60. Mais ils sont trop bien, mais ils sont trop bien, et je suis tellement contente pour eux. Et je me dis, ben, ces gens-là, oui, ils ont investi dans leur santé toute leur vie. Et ben, à leur âge, ils n'ont pas de traitement. Ils sont sportifs, ils font tout ce qu'ils veulent, ils profitent de leurs petits-enfants, ils ont une vie comme s'ils avaient 40 ou 50 ans, ils font absolument tout. Et bien, tu sais quoi, je pense que peut-être c'est 1000 francs par an qu'ils ont mis comme budget en plus dans leur état de santé. Ils n'ont aucun regret d'avoir fait ça. Aucun regret. C'est clair et tu vois, tu abordes cette question, c'est marrant parce que c'était justement ma prochaine question en fait, et probablement la dernière, par rapport en fait au retard, de vieillissement. C'est pas vraiment un terme que j'aime beaucoup, ce mot retard de vieillissement. Je vais dire plutôt comment on peut faire pour, vivre justement ce vieillissement cellulaire de la manière la plus agréable possible. Donc, Ouais. qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que tu disais justement que tu avais des patients qui ont, 80 ans, voilà. Donc, il est jamais trop tard ou bien, je veux dire, c'est Mais il est jamais trop tard. Non, parce qu'aujourd'hui, on connaît même des molécules en fait qui rajeunissent les cellules. Il y a beaucoup de choses en réalité qui existent. Alors, c'est vrai que moi, je parle plutôt de vieillissement réussi parce qu'en fait, le vieillissement, c'est un truc normal. Toutes les années, on prend une année et puis voilà. Mais par contre, on a plusieurs façons de vieillir. Soit on vieillit de façon ratée, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais tu vois, où on va commencer à devoir prendre un traitement par-ci, un traitement par-là, avoir une douleur ici, une douleur là, à prendre du poids. Et ça c'est dommage. On sent que la pente est glissante. Et puis, ce que j'appelle un vieillissement réussi, c'est soit une personne qui va toujours, qui est stable dans son vieillissement, soit même mieux. Et alors moi, quand j'ai ça, j'adore, je jubile devant ce genre de situation. Des personnes qui vieillissent et qui vont de mieux en mieux. Et ça, j'en ai, par exemple, des patients ou des patientes qui commencent à me consulter et qui ont, je ne sais pas, 60 ans, 65 ans. Et puis à 70 ans, je les vois encore et ils vont mieux que quand ils en avaient 60 ou quand ils en avaient 65. Et leur bilan biologique est mieux. Alors que tu vois, souvent, le discours médical, alors j'ai rien contre les médecins, encore une fois, chacun sa place et sa fonction, mais souvent, tu vois, sur des critères comme le cholestérol, le diabète, les triglycérides, tu sais, des critères de dégradation de l'état de santé, en fait, les médecins vont dire, bon, ben,
vous avez de plus en plus de cholestérol, mais c'est normal parce qu'en fait, vous vieillissez. Puis vous avez de plus en plus d'inflammation, mais en fait, c'est normal, ça va avec le vieillissement. Et moi, quand les patients me disent ça, ça me rend dingue. Je me dis, bah non, c'est pas normal parce que moi, chez des patients, j'arrive à avoir une régression de ces critères-là et puis à avoir à 50 plus un cholestérol qui va mieux, à 50 plus une résistance à l'insuline qui a disparu. C'est-à-dire que finalement, si je regarde les bilans biologiques, les bilans sanguins des patients, à 5 ans d'écart, j'ai l'impression que le bilan le plus récent est le meilleur et presque le patient a rajeuni physiologiquement. Donc ça, c'est possible. Et je crois qu'aujourd'hui, on fait souvent l'erreur de mettre un état de dégradation sur le compte de l'âge alors qu'on ne devrait jamais faire ça. On ne devrait Ah, jamais faire ça. intéressant, c'est intéressant. L'âge, Ouais, ça ne conditionne rien. Et alors moi, je le vois beaucoup dans la fertilité. Dans la fertilité, c'est majeur. Les discours sont tellement durs parce qu'aujourd'hui, on a effectivement des femmes qui ont 40 ans, qui ont 45 ans, qui sont dans des tentatives de conception. Et je ne vois pas pourquoi on poserait des limites à partir du moment où la physiologie est bonne. En fait, moi, c'est vraiment quelque chose qui me dérange parce que parfois, je vois des bilans de santé à 40 ans qui sont meilleurs que d'autres que j'ai chez des patientes à 25 ans. Alors, en quoi cette femme de 40 ans n'aurait pas le droit d'avoir justement une grossesse, d'assumer une grossesse, puisqu'elle a un état physiologique qui le permet? Et c'est pour ça que, voilà, pour répondre à ta question, par rapport à l'âge, à tout âge, on peut avoir une régression, une régression, plutôt une amélioration de tous les facteurs de santé. Par contre, il faut savoir quels sont les facteurs qui ont glissé, en quelque sorte. Hein. Si c'est vraiment des facteurs un peu cardio-métaboliques, si c'est des facteurs d'inflammation, il faut corriger les facteurs les uns enfin, de façon très, très spécifique, en fait. Et puis, il faut surtout mettre en place le plus tôt possible des attitudes préventives. Par exemple, on sait qu'il y a des phases clés dans la vie. Chez la femme, il y a cette phase clé de la ménopause. Chez l'homme, il y a la phase clé de l'andropause. En fait, on sait à quel âge ça arrive. Et moi, je me dis, mais pourquoi on ne met pas en place une prévention par rapport à ça? Parce que finalement, 5 ans avant l'âge de la ménopause, on devrait être en capacité de dire à chaque femme, là, dans 5 ans, l'horloge hormonale, on va avoir un effondrement hormonal. Cet effondrement hormonal, il va falloir le prévenir. Il va falloir mettre en place justement une alimentation qui va soutenir les processus hormonaux, qui va faire en sorte que le système va pouvoir s'adapter. Parce qu'en fait, la ménopause, on a un système qui chute, mais on a un système de compensation qui va compenser la chute. Mais si ce système de compensation, il n'est pas prêt, il est saturé, il ne fonctionne pas, ça ne va pas marcher. Par contre, si on anticipe et puis qu'on se dit, ben, tiens, on va prévenir, puis on va essayer d'équilibrer un petit peu tous les systèmes et de faire en sorte qu'au moment où il va y avoir la chute hormonale, le deuxième système va pouvoir compenser le premier, mais là, on a des ménopauses super réussies. Et c'est pour ça que, encore une fois, pour moi, mon combat, c'est vraiment la prévention précoce et de se dire que finalement, quasiment tout au long de notre vie, on devrait avoir quelqu'un qui, en fait, comme on aurait un conseiller en patrimoine ou un conseiller bancaire, mais on oui, devrait avoir un conseiller de santé qui nous dit, oulala, attendez, là, le timing, vous allez avoir une grossesse dans 6 mois, dans un an, il faudrait commencer à préparer ça. Ah ben tiens, là, il va y avoir les ménopauses, il faudrait commencer à préparer ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce qu'on doit faire par la suite. Et c'est ce que j'ai envie de faire, moi, personnellement. Mais voilà, il faut des outils, il faut que ça se mette en place petit à petit, mais je crois que dès qu'on est dans des attitudes préventives, on gagne, on gagne, on gagne, on gagne. Et là, on voit qu'on a des personnes qui vont effectivement de mieux en mieux, alors qu'elles vieillissent pourtant de plus en plus, quoi. ah Et ben, ça, je pense qu'on n'en a jamais autant parlé, enfin, alors on n'en a jamais autant parlé, mais malheureusement, un petit peu toujours trop tard, justement avec, tout ce qu'on vit actuellement avec le covid, justement, où on commence à parler un petit peu de tout ça, plutôt que de toujours, traiter les problèmes. Voilà, d'avoir une bonne alimentation contribue à un bon système immunitaire, bien sûr, probablement que de bon, et ça a été prouvé aussi que de prendre certaines douches froides permettait aussi, d'améliorer le système immunitaire, d'avoir un bon sommeil, d'avoir et cetera, et cetera, et cetera, et finalement la prévention, c'est la clé. c'est la clé. Mais c'est ça la C'est comme clé, dans tout, ouais. Ah, vraiment. allez, je pourrais discuter des heures avec toi, Virginie, tellement c'est c'est intéressant, Merci. Bon, moi, j'adore aussi, je suis une grande bavarde, donc non, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent, justement toutes ces questions-réponses. Est-ce que tu as des observations, quelque chose que tu aimerais rajouter? Hem, justement, je voudrais juste mettre un point un peu majeur sur cet aspect prévention, de dire que pour moi, la clé en santé, que ce soit en nutrition, dans n'importe quel domaine de santé, c'est la prévention et que la règle absolue, c'est que plus elle est précoce, et mieux on agit.
en fait. Et on le voit aujourd'hui, comme je disais, moi, mon projet de cœur, c'est plutôt la préconception, donc la prévention de santé la plus précoce possible, au tout début du début de la vie d'un ovocyte, en fait, qui va devenir un jour un bébé et puis un futur adulte. Et en fait, quand on va sur la prévention la plus précoce possible, et ben c'est là qu'on a le plus grand impact. Et cette notion, on l'a pas encore, mais je t'assure que je vais me battre pour que ce soit hyper connu comme notion et qu'on puisse agir voilà, le plus précocement possible. Et en fait, il n'est jamais trop tard pour agir. Mais on doit changer notre système de pensée et notre système en fait, de gestion de notre santé. Et ça me paraît essentiel si on veut impulser un état de santé, pas que sur notre personne, mais sur des générations et des générations. Et c'est ça l'idée en fait. C'est vraiment d'avoir des gens de moins en moins malades de génération en génération. Et pour le moment, c'est tout l'inverse. Donc, il y a du travail. Vraiment. Certains gynécologues, peut-être devraient proposer, voilà, de te rencontrer, que certains patients te rencontrent justement pour établir des plans, comme tu disais, des plans de préparation, pour tout. Je pense que de nouveau, on en revient à cette prévention ou peut-être parler plus souvent aussi dans les écoles, parler, voilà, dans le Bien sûr. milieu, le département de l'instruction publique peut-être devrait peut-être, alors ils font des efforts au niveau effectivement, au niveau nutritionnel, même si je trouve que c'est pas encore, suffisant parce qu'on voit encore pas mal de paquets de chips, hein, quand même, hein, dans les dans les écoles. On en voit encore quelques-uns. Alors après, je crois qu'il ne faut pas non plus être complètement contre la malbouffe et aussi éduquer nos enfants à manger de façon très très variée et pas que non plus des lentilles, des petits pois et ça. Et donc, pour moi, les chips, c'est pas un aliment qui n'a absolument pas sa place dans la nutrition. Manger des chips, ça ne me choque pas, mais c'est une question de régularité Eh euh, oui. et puis de quantité. Mais effectivement, tu as raison. Aujourd'hui, quand on regarde. Alors, moi, j'évite de regarder les menus en fait, scolaires de mes enfants parce que bon, déjà, ça m'énerve. Déjà, ça m'énerve. Et c'est vrai que je vois que des efforts sont faits au niveau de la petite enfance, notamment, plutôt au niveau de la petite enfance. Mais voilà, c'est vrai que moi, quand je vois que le lundi, ils mangent des saucisses et puis le mardi, ils mangent un cordon bleu et puis le mercredi, ils mangent Aïe, aïe, la aïe. bolognaise, je me dis, bon, je vais arrêter de regarder. Donc, après, on peut pas tout changer, on peut pas tout révolutionner. Puis je pense que chaque chose se fait pas à pas. Et moi, dès qu'on me propose d'intervenir sur des événements qui peuvent avoir un impact et qui peuvent aussi faire évoluer les choses, je le fais avec grand plaisir parce que je crois que c'est notre rôle à tous d'essayer, tu vois, d'impacter et puis d'impulser des bonnes énergies. Puis encore une fois, je crois que aujourd'hui, si on en est là, c'est pas parce que les gens n'ont pas la volonté de faire bien, c'est parce qu'il y a vraiment un manque d'outils, il y a vraiment un manque de moyens et un manque et peut-être une problématique de priorité. Ça, c'est clair. Et donc, à nous aussi d'impulser pour, voilà, pour donner les bonnes priorités. Je crois on a beaucoup de rôles à jouer en tant que professionnel de santé et puis en tant que parent aussi. Donc, il y a de quoi faire. Et donc alors Virginie, bon on sait que tu es un peu débordée donc voilà, je précise que pour toute personne qui, veulent prendre rendez-vous avec toi, ils vont sur virginieterrier.com, hein, il y a tout un système de prise de rendez-vous en ligne où on peut se faire t'envoyer aussi un email. Alors ne soyez pas surpris, hein, Virginie est quand même assez chargée donc il se peut que vous ayez un petit peu d'attente, mais soyez patient parce que ça en vaut la peine. En tout cas, moi, je suis ravie, d'avoir, ce suivi avec toi qui Mais m'apporte merci, beaucoup, en fait, hein, et qui merci. vient, combler, encore certaines méconnaissances et et voilà. Je te remercie 1000 fois, pour cette interview, vraiment super intéressante. C'était vraiment, heu Merci à toi, Audrey, pour ta confiance. Et puis, c'était un plaisir, vraiment. C'était un plaisir. Puis moi, j'ai toujours plaisir à communiquer voilà, le plus Ouais, puis possible. je pense, j'espère qu'on aura le plaisir de t'entendre justement sur, différentes thématiques prochainement, notamment la grossesse et les enfants. Donc j'espère que tu accepteras, Avec grand plaisir et prochaine surtout intervention. voilà, sur toutes les thématiques qui portent autour effectivement de la conception. C'est un domaine que j'adore, vraiment.
et Écoute, si important. c'est un grand, grand merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Audrey. Merci infiniment.